Salut! Je fais pas très souvent ce genre d'exercice qui est de faire une vidéo face cam. J'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse, pas du tout. Oui, je me suis dit que c'était cool de faire une vidéo FAQ. Comme je reçois de temps en temps des questions de différentes personnes, en général sur Instagram, c'est l'occasion de rassembler tout ça et de répondre à tout le monde un peu en même temps. Pour les personnes qui me connaissent pas, donc je m'appelle Lisa, je suis illustratrice et autrice à Lausanne en Suisse. Je fais des illustrations encadrées à but décoratif. Je fais aussi du textile, maintenant je fais des chaussettes, je fais de la papeterie, puis je suis autrice de plusieurs livres sur la nature. Ah oui, et je collabore avec des boutiques en Suisse qui vendent mes créations. Pour moi, c'est très important de diversifier mes activités pour simplement me challenger et puis être toujours ouverte à la nouveauté. Donc moi j'ai fait un CFC en apprentissage de graphiste à l'ERACOM à Lausanne. Ensuite j'ai travaillé environ 7 ans et demi dans une agence de graphisme et de communication. J'ai travaillé d'abord à 80% pendant 5 ans et ensuite à 60% pendant les 2 dernières années. J'ai pu développer un peu plus mon activité à côté, en sachant que j'ai toujours eu besoin d'illustrer à côté de mon métier de graphiste. Donc depuis 2016, en fait, j'ai commencé à faire des expositions, à collaborer avec certaines boutiques. Petit à petit, sans forcément que ce soit un but, je me suis pas tout de suite dit « Ah, un jour je serai à mon compte à 100%, mais les années passant, ça s'est présenté à moi. Et du coup, je me suis lancée en septembre 2021. Quand je me suis lancée, il y avait un peu ces vagues de Covid. C'était un moment où pour moi c'était compliqué de retourner en entreprise, dans un open space où on était une vingtaine de personnes. J'ai réalisé pendant le Covid que j'aimais vraiment beaucoup travailler dans le calme et toute seule. Pendant le Covid, on a moins dépensé d'argent. Moi, j'ai pu mettre de côté, mais sans vraiment me rendre compte. Un jour, j'ai réalisé que j'avais une petite somme sympa et que je me suis dit, en fait, avec ça, maintenant, ça permet de voir sur plusieurs mois, au cas où j'ai pas assez d'argent qui rentre tout de suite, j'ai cette petite réserve. J'ai reçu du coup plusieurs questions que j'ai essayé de classer par catégorie. Alors évidemment, les premières questions qui viennent souvent concerne l'argent. Alors la première question, c'est de Sandra et Sop LEO. Comment tu fixes tes tarifs? Alors il y a déjà le tarif horaire, par exemple s'il y a des mandats, et puis après il y a les prix de mes produits que je vends sur mon site internet par exemple. Donc il y a le temps de travail et il y a le prix du marché un petit peu quand même. Ce qui est important c'est de compter la marge qui sera prise par les boutiques. Elles m'offrent une visibilité et en échange, c'est normal qu'elles prennent un pourcentage sur les ventes. Et le pourcentage peut varier entre 30 et 50% des fois. Il faut enlever donc le pourcentage des boutiques et les frais de production. Ça, c'est les deux choses qu'il faut soustraire au prix de vente. Puis à la fin, il nous reste un chiffre. Et ce chiffre-là, il faut qu'il soit assez en cohérence avec le temps qu'on a quand même mis dessus. Les prix qui sont vendus en boutique doivent être les mêmes, normalement, que sur notre boutique à nous, en fait, parce que c'est assez logique, ça fait une concurrence, sinon. C'est les collaborations avec les boutiques qui vont un peu plafonner mes prix, en tout cas. J'espère que c'est clair. Bon, première question, j'ai déjà mis 30 minutes pour répondre. Est-ce que les débuts ont été très compliqués financièrement? Comme je l'ai raconté, j'avais quand même des sous de côté, ce qui permettait de souffler un peu. Et puis en fait j'ai gardé cette technique des noisettes, je dis toujours ça, que je garde une réserve de noisettes sur un compte qui me permet en fait d'être détendue. Et c'est pas au début de chaque mois que je me dis bon, maintenant il faut que je rentre tant. Margot me demande, ça va toujours dans la question de l'argent, est-ce que j'arrive à raisonnablement gagner ma vie? Je roule pas sur l'or. Je reste dans la sphère de la culture, de l'art, tous les gens qui travaillent là-dedans savent très bien à quel point c'est pas évident de gagner vraiment un très bon salaire. Pour l'instant ça me convient comme ça. J'ai pas de voiture, j'ai pas d'enfants, je pars pas dans des grands voyages. Je suis contente de faire ce que je fais, donc c'est ça ma richesse, si on veut. Là, ça fait que 2 ans et demi que je me suis lancée, et puis je me verse déjà un petit peu plus que ce que je me versais au début, donc normalement, si ça continue comme ça, puis que je m'organise bien, je devrais gagner un petit peu plus quand même dans les prochains temps. Coucou Feta, tu dis bonjour? Ouais, tu dis bonjour? Ça, c'est vraiment les chats. T'essaies d'être sérieuse comme ça, puis il faut qu'ils montrent leur... Les revenus irréguliers, ça c'est un truc qui revient très souvent dans les questions de plein de gens qui veulent se lancer. Vu que j'étais employée pendant très longtemps, j'ai gardé l'habitude d'avoir un compte courant
sur lequel je reçois mon salaire, mais en fait c'est moi qui me le verse depuis mon compte professionnel. Donc ça c'est important pour pouvoir bien séparer les choses. Et puis je tiens une feuille de compte très détaillée que je consulte toutes les semaines. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble aussi. Une certaine Lorraine, salut Lorraine. Combien de temps est-ce que tu dessines dans la semaine? C'est très variable. Des fois je dessine tous les jours, des fois je dessine que un jour par semaine, selon les projets. Si c'est des projets qui me demandent beaucoup de recherche, beaucoup d'écriture, beaucoup d'organisation pour des événements, des choses comme ça, ben là je vais moins dessiner. Il y a Andreas, salut Andreas. Est-ce que tu t'imposes une certaine discipline de travail ou bien est-ce que c'est à la cool? Ayant travaillé en agence pendant longtemps, je me suis quand même un peu formatée à me lever tôt, à travailler 8 heures par jour. Alors, je suis quand même quelqu'un du matin, donc je me lève tôt et je travaille très tôt, ça c'est un truc qui me convient bien. Par contre, je suis beaucoup moins à cheval sur les horaires. En général, je commence au plus tard à 9h. Si je vais manger avec des amis, je me laisse le loisir de prendre une pause de 2 heures pour vraiment prendre le temps de discuter avec les gens. Et puis après je m'y remets quoi. Si j'ai un coup de barre, si je suis fatiguée, je fais une sieste. Si j'en peux plus, je vais faire une balade au lac. Ça c'est aussi des avantages de pouvoir un peu gérer ses horaires. En fait, tant que mon travail est fait, je suis contente. Et si j'arrive pas à les finir parce que j'arrive pas. Et je me flagelle pas pour ça. Du coup, Jo Dessin, j'adore le pseudo, il me dit aussi « Arrives-tu à trouver un équilibre perso-pro ?» Alors, comme je travaille chez moi, c'est un avantage et un désavantage. C'est un avantage parce que j'ai pas de trajet. Pour midi, je dois pas m'embêter de « faut que je fasse un Tupperware ou je sais pas quoi ». Par contre, c'est vrai que si je dois faire une lessive ou si je dois faire des factures, il faut que je m'organise et pas que je mélange tout non plus. Il me semble que j'arrive de mieux en mieux à couper. Genre le jeudi j'ai fini de travailler, je vais pas penser tout le week-end à mon projet. Et si j'ai des événements professionnels qui tombent sur le week-end, j'essaie de récupérer ces jours la semaine d'après, ou enfin voilà, je m'organise un peu comme ça. Et ce que j'ajouterais dans l'organisation, c'est qu'il faut aimer travailler seul, il faut aimer prendre les décisions seul aussi. Dire non, c'est pas quelque chose qui est très courant dans notre culture déjà. Dans l'organisation, il y a aussi une question de choix, de se dire est-ce que je peux prendre ce projet-là ou pas, et être assez sûr de soi là-dessus. Sab est typique de paix, je sais pas si je prononce juste, qui me demande comment se créer un carnet d'adresses et une clientèle fidèle. Ça, c'est vraiment à travers les années. Il faut oser un peu aller vers les gens, aller à des vernissages, et puis il faut pas hésiter aussi à démarcher en fait. Par exemple, j'avais envie de travailler avec le jardin botanique. En fait, j'ai proposé un projet comme ça, un peu au culot. Je leur ai dit ça serait trop cool de faire une carte du jardin en dépliant, et puis on l'a fait ce projet. Proposer des projets comme ça spontanément, en fait, ça peut aussi porter ses fruits des fois. Les boutiques par exemple avec qui je collabore, j'entre dans la boutique et je rencontre la personne, quoi. Je prends même des fois une petite valisette avec mes créations, puis je dis voilà, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse? Vraiment à l'ancienne, hein. Mais en même temps, les gens après ils ont déjà vu un visage, et peut-être qu'ils se souviennent plus de la personne qu'un mail parmi tant d'autres. Et puis la clientèle fidèle, en fait j'ai quand même quelques clients fidèles qui me commandent souvent des choses, mais là je cherche pas forcément à leur plaire ou à essayer de leur dire hey, je fais ça. Je publie sur Instagram, puis des fois des gens me commandent plusieurs choses, et puis voilà, ça se fait un peu comme ça, mais en même temps je publiais tous les jours, ensuite tous les 2 jours, et puis là c'est je suis à 1 fois par semaine parce qu'en vrai j'ai la flemme. Mais c'est sûr que garder une visibilité sur les réseaux, ça aussi ça permet à une clientèle de rester un peu au courant de ce que je fais, et puis ça aide quand même beaucoup. Ça c'est du coup Sab, Fanichon et Edelweiss, fleuriste. Pas de jugement sur les noms, mais Fanichon quoi. Comment j'ai fait pour me faire connaître? Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il faut faire des choses, une petite expo, 1 ou 2 collaborations avec des boutiques, ensuite 3 ou 4, lancer son compte Instagram, lancer son site. Un projet en amène un autre, c'est un peu ça que je veux dire. Et un peu dans la même question, comment on se démarque? Parce que c'est vrai que au tout début je faisais du noir et blanc. Ensuite j'ai découvert l'illustration vectorielle, j'ai un peu perfectionné le style d'art que j'aimais, et jusqu'à que je trouve quelque chose qui me plaise vraiment, donc des aplats sans contour, des choses colorées, des contrastes importants. Je me suis autocritiquée, j'ai amélioré mon art comme ça. Après par contre, je me rappelle pas m'être posé la question comment faire pour plaire ou comment faire pour qu'on me remarque. Alors certes, se définir un style quand même reconnaissable,
ça aide beaucoup quand même. As-tu souvent des contacts avec d'autres illustrateurs, illustratrices suisses? Oui, avec le temps, quand on fait des événements ou des expositions, on finit par rencontrer quand même des gens. Et puis en fait, Instagram, c'est quand même une porte d'entrée pour rencontrer des gens, quoi. Envoyer des messages, poser des questions. Ça m'est même arrivé d'écrire à des artistes que j'aime bien, puis on a fini par aller boire un café parce qu'en fait, c'était cool aussi de se voir en vrai. Comment fait-on pour exposer ses œuvres dans une galerie ouverte au public? Alors jusqu'ici, j'ai jamais exposé dans une vraie galerie d'art. J'ai exposé plutôt dans des boutiques et dans un musée. Donc pour les boutiques, je débarque avec ma carte de visite, je me présente, je montre ce que je fais. S'ils ont déjà fait des expos, ben c'est super, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire « Tiens, le mur blanc que vous avez ici, si jamais je pourrais venir exposer ». Donc il faut un peu être proactive, puis suggérer des choses. La dernière exposition, je l'ai faite dans un musée. C'est la conservatrice du musée en fait qui m'a contactée. Elle avait ramassé un flyer d'une autre exposition que j'avais faite pas mal d'années en arrière. Donc c'est cette personne qui est venue à moi pour venir exposer dans le musée. Comment est-ce qu'on s'y prend pour sortir un livre en auto-édition? J'ai jamais sorti de livre en auto-édition. J'ai très vite trouvé un éditeur, ce qui est une grande chance. Donc c'est un éditeur que je connaissais déjà avant parce que j'avais fait un stage chez eux avant, la maison d'édition Helvétique en Suisse. Par contre, pour les personnes qui cherchent un éditeur, ça oui, il faut vraiment faire un dossier, créer, je sais pas, 4 ou 5 doubles pages, un peu d'exemples pour montrer un peu à quoi ressemble le projet, une esquisse de couverture de livre, et puis après, faut pas hésiter à envoyer des dossiers par email et puis à rencontrer les éditions aussi lors de foires, par exemple des festivals littéraires ou des choses comme ça. C'est des événements qui permettent de rencontrer des gens. La franchise, je sais pas comment on prononce les pseudos là, je galère. Un prochain livre sur les champignons, point d'interrogation. Donc le prochain livre, ce sera pas la suite de la collection Rama que vous voyez là. Si celui-là vous l'avez pas encore vu, c'est une version États-Unis d'Arborama. J'ai fait 3 livres européens puis 2 livres nord-américains. Le prochain, je vais y arriver, ça sera pas une suite de ces livres-là, ça sera hors catégorie, vraiment une nouvelle collection qui parlera plutôt de la nourriture. Donc ça parlera d'alimentation et de botanique, et ça sera un peu le même format, un peu plus mince au niveau des nombres de pages, mais il sera quand même assez différent. Et il sortira en automne 2024. Et voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai encore un dernier conseil. Qu'est-ce qui m'a fait me lancer vraiment? En fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain quand même. Moi, j'ai une amie qui m'a dit un jour, mais en fait, c'est quoi le risque si tu te lances? Et je suis tombée par terre et je me suis dit mais c'est vrai ça. Alors bien sûr on se dit risque financier, mon Dieu je vais être sans le sou. Il y a quand même pas mal d'étapes avant d'être à la rue quoi. Et c'est bien d'avoir en tête quand même quelques solutions de secours si ça marche pas. Et je me dis toujours, s'il y a plein de gens qui l'ont fait, pourquoi pas moi en fait? Et pourquoi pas toi? Non mais faut se dire qu'on vaut pas moins que toutes ces personnes qui ont osé un jour. Surtout que la vie est courte, et puis si on est malheureux dans son travail, malheureuse, pendant des années, vraiment ça vaut pas la peine quoi. Tenter l'aventure, quitte à trouver un petit job alimentaire avec un petit pourcentage à côté, mais si vous êtes dans un travail qui vous prend déjà toute votre énergie, c'est compliqué de se lancer à côté quoi. J'ai envie de dire, il faut foncer, on n'a qu'une vie. Et au pire, il y a toujours des moyens de rebondir. En tout cas, c'était très chouette de partager tout ça avec vous. Des becs.